Thème 1, l'Europe face aux révolutions, 1789-1848. Chapitre 1, la Révolution et l'Empire, une nouvelle conception de la nation. On commence en mai 1789 avec l'ouverture des États généraux et on termine en juin 1815 avec la défaite de Waterloo et la deuxième abdication de Napoléon. Notre problématique est la suivante. Quelle nouvelle conception de la nation apparaît à travers la période 1789-1815 ? Grand 1, de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle. Petit 1, l'année 1789, une année de rupture. Ça veut dire qu'il y a un avant, la monarchie absolue, et un après, la monarchie constitutionnelle. Pourquoi Louis XVI convoque-t-il les États généraux ? Eh bien parce qu'il y a d'abord un problème budgétaire. Si on regarde le budget de l'État en 1788, les dépenses sont supérieures aux revenus. Et les dépenses sont essentiellement liées aux guerres, dépenses militaires et diplomatiques. On n'oublie pas que la France a soutenu les États-Unis lors de leur guerre d'indépendance contre les Anglais. Comme les impôts portent essentiellement sur les paysans des campagnes, il est difficile de les augmenter. C'est pour cela que Louis XVI veut faire payer les nobles et le clergé les ordres privilégiés. Ces derniers refusent et pour ne plus recourir à l'emprunt, Louis XVI veut les faire céder et il compte sur les États généraux pour le faire. Les États généraux réunissent les trois ordres. Les députés sont élus dans les paroisses après rédaction de cahiers de doléances par les paroissiens. Normalement, lorsqu'il y a vote, c'est une voix par ordre, mais les députés du tiers-État demandent le vote par tête, c'est-à-dire un vote par personne. Le roi refuse. Le tiers-État se proclame donc Assemblée nationale le 17 juin 1789. On peut dire maintenant que le problème budgétaire passe au second plan et qu'il y a un problème politique. Les députés du tiers-État, essentiellement issus de la partie bourgeoise du tiers-État, veulent un régime politique nouveau sur le modèle de la monarchie constitutionnelle britannique. Le roi refuse, il ferme la salle de réunion des États généraux à Versailles. Donc les députés décident de se réunir dans la salle du jeu de paume, ancêtre du jeu de tennis, et c'est là qu'ils prêtent le fameux serment du jeu de paume, le 20 juin 1789. Ils jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Une nouvelle assemblée est créée, réunissant les trois ordres, et prend le nom d'Assemblée nationale constituante, c'est-à-dire chargée de rédiger une constitution. On peut dire que de mai à juin 1789, on a une révolution politique. Maintenant commence en juillet la révolution sociale. Le 14 juillet 1789, c'est le peuple parisien qui rentre dans la révolution. Le 14 juillet 1789, ils s'emparent de la Bastille pour chercher des munitions pour leurs armes. Mais la Bastille était aussi une prison et c'était le symbole de l'arbitraire monarchique puisque le roi pouvait y faire emprisonner qui il voulait par lettre de cachet. Le 17 juillet 1789, le roi cède et reconnaît la nouvelle municipalité. Et au mois d'août 1789, ce sont les paysans qui rentrent dans la Révolution. Ils détruisent ce que l'on appelle les terriers, c'est-à-dire des registres qui contenaient tous les droits seigneuriaux. Ils pensent ainsi supprimer leurs impôts. Les députés de l'Assemblée constituante, étant essentiellement des propriétaires terriens, veulent apaiser la population des campagnes. Pour cela, dans la nuit du 4 août 1789, ils décident d'abolir les droits seigneuriaux et dans la foulée, ils abolissent les privilèges. On peut dire que c'est la fin de la société d'ordre. Les grands principes de la société d'Ancien Régime ayant été abolis, il faut en définir de nouveaux. C'est l'objectif de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, votée le 26 août 1789. Le sujet est approfondi en vidéo. On peut déjà mettre en avant l'article 1, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, ce qui montre que c'est la fin des privilèges. Article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. On a ici la réponse à notre problématique. La nation, ce n'est plus le roi qui a son pouvoir de droit divin, c'est le peuple qui est souverain.
et c'est lui donc qui va faire la loi, comme il est indiqué dans l'article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. La DDHC garantit aussi la liberté d'expression, se développent les journaux, comme on voit ici avec la vente de journaux politiques à la criée, et les femmes, fin 1789, vont chercher le roi à Versailles pour lui faire signer la DDHC et le ramènent à Paris. En 1790, l'Assemblée constituante, tout en rédigeant la nouvelle constitution, réforme complètement la France. Un exemple, les départements, qui met bien en évidence la volonté de rationalisation, qui s'exprime aussi dans l'harmonisation de la justice sur tout le territoire, sur la fixation de poids et mesures, qui seront les mêmes partout. Le problème budgétaire revient au premier plan. Pour résoudre les problèmes financiers de l'État, l'Assemblée nationale vote la confiscation des biens du clergé, essentiellement leurs terres. On voit ici sur cette caricature en faveur de l'Assemblée un membre du clergé bien gras passé à la presse qui va le délester de son poids en trop, c'est-à-dire de ces terres que l'on va appeler des biens nationaux. La Constitution est promulguée en septembre 1791, elle crée une monarchie constitutionnelle avec un partage du pouvoir entre le roi et une assemblée élue. On a donc un régime de séparation des pouvoirs. Les pouvoirs du roi sont limités. Cependant, la nation n'est pas constituée de l'ensemble du peuple. Seuls les citoyens riches, âgés d'au moins 25 ans, peuvent voter. C'est le suffrage censitaire.